Salut les holothuries. Regardez, c'est pas mignon comme bébête, putain. Oh là là, on dirait... Et en plus, pour la petite anecdote, il faut savoir que ces bestioles qui vivent dans l'eau respirent par le cul. Et certains poissons passent par là pour venir bouffer leur partie génitale. La nature, c'est quand même vachement bien fait, quoi. Après, franchement, il n'y a pas à dire. Enfin, assez bavassé. Vous savez, la justice, c'est pas toujours facile. Et vous devez peut-être savoir qu'il existe certaines affaires qui n'ont ni queue ni tête, un peu comme les holothuries, hein, et qu'elles ont tendance à devenir de plus en plus floues à mesure que la justice essaye d'en percer les mystères. Vous vous droguez? Non. Et je préfère vous prévenir maintenant, puisque c'est totalement le cas pour l'affaire du jour. Car notre homme du jour est passé à la postérité pour avoir été au centre d'une affaire particulièrement tordue qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors au menu, un procès qui devient un gouffre financier, de faux témoignages, un juge dépassé, des avocats rivaux et frères à la fois, un témoin sourd-muet, et le tout se tenant au fin fond d'une campagne américaine des années 20. Et tout commence un jour de mars 1929, lorsqu'un jeune homme récemment arrivé en ville disparaît subitement sans laisser la moindre trace. Son nom, Connie Franklin. Prenons un vol direct pour l'Arkansas, plus particulièrement pour la petite ville paisible de Mountain View. Ce jour de mars 1929, le shérif du coin reçoit une bien étrange visite, puisque une jeune fille du nom de Tyle Ruminer s'assied en pleurs en face de son bureau. Elle vient du village voisin et s'inquiète de l'absence de son petit copain, un certain Connie Franklin. Il a mystérieusement disparu sans laisser de traces dans la nuit du 9 mars dernier et n'a donné aucun signe de vie depuis. Sam Johnson, notre shérif, commence son enquête sur cette étrange disparition. Il apprend que Connie Franklin est un jeune homme sans histoire, d'une vingtaine d'années et travaillant comme journalier. Oh voilà, autrement dit, il est ouvrier agricole pour les fermiers qui ont besoin de main d'œuvre. Et parfois, ça lui arrive aussi de gagner sa vie comme bûcheron, mais sans plus. Malheureusement, eh bien, l'enquête du shérif ne débouche sur rien. Il n'a absolument aucun indice sur la disparition de Connie. Mais tout n'est pas perdu, puisque un jour, une jeune femme rapporte au shérif un chapeau couvert de sang qu'elle a trouvé non loin de chez elle. Et immédiatement, le shérif fait venir Tyle, la petite amie du disparu. Et cette dernière confirme le sombre doute du shérif. Ce chapeau est bien celui de Connie. Et puis quelques semaines passent et la même femme qui avait rapporté ce chapeau le mène cette fois-ci jusqu'à une découverte encore plus macabre. Il s'agit d'une fosse dans laquelle la police retrouve des os et quelques dents. Les soupçons alors du shérif se confirment, Connie Franklin est mort. Après ces horribles découvertes, la jeune Tyle craque et fait un terrible aveu au shérif. Le 9 mars, la nuit où Connie a disparu, elle était avec lui. Et tout s'est passé sur une route isolée à quelques kilomètres de la ville. Connie et Tyle étaient en route pour aller prévenir le maire qu'ils voulaient se marier quand ils furent agressés par 4 hommes. Ils ont violemment attaqué Connie avec des battes en bois et des pierres, puis ont mutilé son corps alors qu'il était inconscient. Puis 2 d'entre eux ont violé Tyle, tandis que les autres tentaient de brûler le corps de Connie, avant de le jeter dans un torrent qui passait non loin. Et détail atroce, les meurtriers ont dû s'y reprendre à plusieurs fois pour tenter de brûler le corps de ce pauvre bougre alors qu'il tentait de se débattre dans les flammes. Et quand le shérif demande à Tyle pourquoi elle n'a pas raconté plus tôt cette histoire, elle répond que les hommes l'avaient menacée de tuer ses parents et de prendre son petit frère en otage si elle s'avisait d'en parler. Mais heureusement, elle a identifié ses agresseurs. Johnson note alors leur nom. Ce sont 4 fermiers trentenaires qui habitent dans les environs. Ils sont alors rapidement arrêtés et passent du statut de suspect à celui d'accusé. On les met alors préventivement en prison, où ils sont alors étroitement surveillés. Il faut dire en même temps que ça craint pour eux, puisque les gens du coin veulent se faire justice eux-mêmes. Donc du coup, les buter. Là-dedans, le seul témoin de l'accident, qui permet de montrer que Tyle n'est pas mythomane, est le fils de son cousin. Après, petit détail cocasse quoi. Voilà, il se trouve qu'il est sourd et muet. Voilà, bon, ça peut arriver, hein, mais ça ne rend pas pour autant la déposition des plus simples. Mais bon, on va faire avec ce qu'on a. Hein. Et la date du procès des 4 fermiers accusés de meurtre et de viol est finalement fixée au 17 septembre 1929. Et ça promet d'ailleurs d'être quelque chose, puisque les 2 seuls avocats qui représentent les victimes et les accusés sont 2 frères. Voilà, Hugh et Ben Williamson. Commence à faire beaucoup, une affaire un petit peu bizarre, un témoin surmuet, des avocats qui sont frères, mais j'ai envie de vous dire, ce n'est que le début. En effet, quelques jours avant le procès, le fameux Connie Franklin, la fameuse victime tuée sauvagement, hein, n'est-ce pas, et dont les accusés vont être jugés, eh bien, se promène en ville. Oui, parfaitement. Non seulement il n'est pas mort, mais au contraire, il est même plutôt en forme. Puisque il cherche un boulot. Il retourne même en demander un à quelques-uns de ses anciens employeurs. Et ce sont du coup eux qui ont répandu la rumeur de son retour, puisqu'ils l'ont reconnu sans l'ombre d'un doute. Mais une seule personne refuse de croire que cet homme est bien Connie, et il s'agit de Tyle, son ancienne petite amie.
Et donc là-dedans, le shérif Sam Johnson, qui, on peut le comprendre, hein, est intrigué par le retour de cet étrange énergumène, va voir l'homme et l'interroge. Mais le type nie formellement être Connie Franklin. Il dit s'appeler Marlon Roger et venir d'une ville non loin. Il raconte même qu'il a une femme, une certaine Lily Baker, avec laquelle il a déjà eu plusieurs enfants. Bon. Donc le shérif se dit putain mais qu'est-ce que c'est que cette merde, et donc il décide de vérifier si ces informations sont vraies, et je vous le donne en mille, oui c'est vrai, le gars il est vraiment apparemment ce qu'il prétend être. Mais la police a retrouvé autre chose aussi en enquêtant sur lui, un fait très intéressant, puisque ce fameux Marlon Roger a été interné dans un hôpital psychiatrique duquel il s'est échappé. Et la date de son évasion coïncide bizarrement avec la date de la première arrivée de Connie Franklin en ville. Vu qu'à part sa copine, tout le monde connaît Marlon Roger comme étant Connie Franklin, il est convoqué au tribunal en qualité de témoin. Enfin, convoqué, en réalité, l'avocat des accusés lui offre 1000 $ pour qu'il comparaisse en tant que témoin. Pour vous donner une idée, 1000 $ de l'époque, ça représente à peu près 15 000 $ actuels. C'est très bien payé pour un simple témoignage. Bon voilà, là autant vous dire que l'affaire commence à devenir de plus en plus bancale. Hein. On fait donc venir le mystérieux Marlon Roger qui entre-temps du coup a changé d'avis et se met désormais à clamer haut et fort que c'est bel et bien Connie Franklin. Ah là là, quel déconneur. Hein. Seulement voilà, même après les aveux de Connie, sa petite amie, enfin son ex du coup pour le moment parce qu'il est censé être mort, et le père de celle-ci refuse de croire catégoriquement que l'homme serait bel et bien en vie. Du coup, on décide d'organiser une sorte de test pour vérifier que le mec est bel et bien celui qu'il prétend être. Et le père de Tyle a une idée parfaite pour vérifier que Marlon Roger est bel et bien Connie Franklin. C'est un petit peu bizarre. Voilà, il doit jouer une chanson à la harpe. On se débrouille pour faire venir une harpe au tribunal. Et le pire, c'est que du coup Connie passe le test haut la main. Et d'après le journal de l'époque, il joue même une chanson qui s'appelle Turkey in a Straw. Voilà, si vous voulez l'écouter, il y a encore des versions trouvables. Bon, oui, je sais, ça paraît un poil irréel qu'on demande de vérifier l'identité d'une personne en lui demandant de jouer de la harpe, et pourtant l'affaire est on ne peut plus véridique. Comme ça commence à faire pas mal de choses étranges, et que le procès vire doucement à la foire, la justice décide de prendre le taureau par les cornes. En premier lieu, les os et les dents retrouvés dans la fosse passe sous l'œil d'un expert et qui n'y voit pas les restes d'un être humain. On parvient même à retrouver le dossier militaire de Connie Franklin et il permet formellement d'affirmer que, oui, le mystérieux Marlon Roger et Connie Franklin ne sont qu'une seule et même personne. Donc oui, on peut le dire, Connie a été témoin au procès censé juger de son propre meurtre. Ce qui a le don de plonger les personnes présentes à ce moment précis au procès dans un étrange état d'incrédulité et, on peut le dire, un sacré bordel. Mais alors, si Connie n'est pas mort la nuit du 9 mars, qu'est-ce qu'il fabriquait? Eh bien, tenez-vous bien parce que même ça n'est pas simple. En fait, cette nuit-là, il avait rendez-vous avec sa petite amie pour aller voir le maire de la ville et lui annoncer qu'il souhaitait se marier, comme je vous l'avais déjà dit. Et il devait donc fixer une date pour la cérémonie officielle. Sauf que, avant son rendez-vous, écoutez bien, Connie a cru bon de se mettre une caisse avec qui du coup? Avec les accusés, bien sûr, ceux censés l'avoir massacré, quoi. Bah ouais, sinon c'est pas drôle. Et une fois qu'il a eu terminé sa biture, il a pris tout seul le chemin vers la mairie pour retrouver Tyle sur la route. Sauf que, du coup, il était tellement ivre-mort qu'il est tombé de sa mule. Oui, je vous rappelle qu'on est au début du siècle dernier. Et en tombant, il s'est blessé et il n'a pas pu aller à son rendez-vous. Le lendemain, donc, Tyle, qui était assez à cran, on peut dire, puisque son petit ami n'était pas venu à la date, parce qu'il était complètement raide torché, lui a proposé de repousser la date de leur mariage. Parce qu'il était quand même revenu chez elle, et il lui avait dit « Bah chérie, j'étais complètement bourré, je suis désolé, je sais pas quoi. » Bon, voilà. Donc elle était au courant. Tyle, elle l'a pas entendu de cette manière. Elle lui a dit « Si je repousse la date du mariage, tu vas disparaître. » Alors non, on fait comme on a dit. Et effectivement, il a disparu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Malheureusement, aucune information complémentaire va permettre de nous aider pour mieux comprendre pourquoi Tyle, la petite amie, a jugé bon de dire qu'elle avait été victime de viol et qu'elle avait vu son petit ami se faire défoncer devant ses yeux. Bon, il y a quand même pas mal de zones d'ombre. Après le récit de ces événements, le juge présent au procès décida de se barrer. Mais alors pourquoi, vous allez me dire? Alors déjà, entre les chansons à la harpe, le témoin surmuet et puis les histoires de soirée qui tournent mal, il en avait plein le cul. Mais il ne s'est pas pour autant sauvé comme un voleur, puisque avant de partir, il a obligé le jury à rendre son verdict. Puisque l'affaire a déjà coûté 8000 $, soit énormément plus en dollars actuels, et il était hors de question qu'un tel procès s'éternise. Bref, voilà le mot de la fin de Connie Franklin.
Là, vous dites que bon, oui, c'est une histoire de fou, mais au moins, Connie et Tyle vont bien pouvoir se remarier. Voilà, vivre heureux ensemble et avoir beaucoup d'enfants. Tout est bien, qui finit bien, si je puis dire. Oh bah non, quand même non. On ne sait pas vraiment ce qu'est devenu Connie après le procès, mais des journaux racontent que 2 ans à peine après la fin de cette fameuse affaire, Connie est retrouvé mort de froid sur le bord de la route. Et pour de bon cette fois. Et une autre version nous dit qu'il est tombé malade et est mort assez jeune. Et au milieu des années 60, un homme prétendit même être le fameux Connie Franklin, mais serait ignoré. Tordu comme affaire, hein, n'est-ce pas? Et justement, cette histoire est restée célèbre, car ce tribunal fut le seul où la victime du meurtre fut présente à son propre procès. En même temps, heureusement qu'un truc pareil n'arrive pas tous les jours, hein, j'ai envie de dire. Au-delà de ça, cette étrange anecdote n'est-elle pas la preuve qu'avec un petit peu de bagou et de motivation, on peut faire croire ce que l'on veut à n'importe qui? Et bien sur ce, moi, je vous laisse méditer là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et Eric, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Bah, j'ai pas trop compris en fait. Comment ça t'a pas... Mais tu l'as monté? Bah ouais, t'as rien compris. Mais t'as rien compris. Lucien? Mais qu'est-ce que tu fous là? Mais t'es pas censé être mort, toi? Non, j'étais juste sorti avec un petit coup. Mais ça fait 8 jours que t'as disparu. Ah bah oui, Oh, merde. j'ai pas regardé l'heure, moi. Putain.